Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Alcima dédié aux professionnels de l'impression 3D. Grâce à des interviews d'industriels exploitant l'impression 3D au quotidien, vous retrouverez des témoignages et des retours d'expérience sur les avantages de la technologie. On se posera également la question de savoir comment les industries anticipent cette nouvelle révolution qu'est l'industrie 4.0. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de notre nouvel invité. Bonjour Valentin, merci d'avoir accepté cette invitation sur ce premier podcast de l'impression 3D. Une première question très simple, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs s'il te plaît? Bonjour, bien sûr. Je m'appelle Valentin Dehan, je travaille chez Robatel Industries et je suis responsable du pôle développement, électricité et contrôle commande. Robatel Industries, c'est une PME, une chaudronnerie. On travaille essentiellement pour le nucléaire et on fait de la machine spéciale pour des projets d'ensemblier du nucléaire. D'accord, donc le secteur du nucléaire, c'est votre activité principale, c'est votre client principal? C'est ça, tout à fait, avec deux business un peu différents, un qui concerne les emballages de produits radioactifs et un autre vraiment sur la partie ensemblier, donc on va concevoir des boîtes à gants, des enceintes blindées ou tout objet de manipulation pour le milieu du nucléaire. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené, toi, personnellement, à aller sur l'impression 3D dans ton entreprise? Alors avant Robatel, j'ai eu pas mal d'expériences, en bureau d'études notamment, et dans chacune de ces expériences, j'ai eu l'occasion d'utiliser des imprimantes 3D, alors que ça soit du frittage de poudre ou de la résine, peu de dépôts de filaments. Et puis en arrivant chez Robatel Industries, il y a de ça à peu près 6 ans, c'est vrai que le FDM se développait, est toujours en voie de développement, mais en tout cas devient très accessible, même pour les petites structures. Et donc du coup, j'ai pas mal poussé en interne pour effectivement qu'on s'équipe, avec dans un premier temps vraiment une prise de renseignements auprès des différents services et d'observation pour voir un peu comment l'imprimante 3D pouvait être utile chez nous. Puis la petite particularité, c'est que je suis moi-même équipé d'une imprimante et ça fait maintenant un peu plus de 6-7 ans que j'ai une imprimante à la maison, ce qui fait que j'ai un peu plus de recul par rapport à l'utilisation et aux différents sujets effectivement qu'on peut porter avec l'imprimante 3D. Ouais, donc toi tu as vraiment été porteur de projet et en fait tu as pris le temps de venir faire cette étude auprès de tes collègues pour voir effectivement les différents points d'intérêt, points de traction qu'il pouvait y avoir autour de la techno. Oui, je pense qu'il y a pas mal de freins parce que en fait c'est une technologie qui est très très peu connue, ou en tout cas il y a certaines entreprises, typiquement une chaudronnerie, c'est pas trivial de dire qu'on va intégrer une imprimante 3D quand on travaille de la grosse tôle en inox ou acier. Imprimante 3D surtout FDM, ça veut souvent dire plastique, mais malgré tout on a pu trouver, alors j'aurai l'occasion de donner quelques exemples, mais effectivement il y a pas mal de sujets où l'imprimante 3D peut trouver toute sa place même au sein d'une PME qui fait de la chaudronnerie. Ok, et du coup donc tu es parti sur quelle typologie de technologie? Tu as parlé de FDM, est-ce que tu as autre chose ou tu es uniquement sur la partie FDM à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, par rapport à ce qu'on souhaitait faire et par rapport au coût d'acquisition, ce qui semblait le plus abordable, c'était effectivement une machine FDM. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'en ai une chez moi de machine FDM, et là en fait pour l'entreprise, je souhaitais quelque chose d'un peu plus robuste, quelque chose d'un peu plus industriel. Donc on est parti sur une machine à quelques milliers d'euros, pas énorme non plus, mais qui permettait en fait d'avoir une solution un peu plus plug and play que ce qu'on peut avoir chez soi. Donc on est là sur une machine qui est capable d'imprimer du 30 cm par 30 cm par 30 cm, c'est une raise. On a la double tête d'extrusion, c'est vrai que même si pour le moment on n'a pas forcément d'idée par rapport à l'emploi des deux têtes, on se dit que c'est une évolution qui valait le coup d'être prise, avec aussi la possibilité de monter assez haut en température, d'avoir un plateau chauffant pareil qui monte assez haut pour pas être limité. C'est-à-dire que dans un premier temps, vraiment, le maître mot quand j'ai vendu la solution, c'est de dire achetons une machine, on met le pied dans la porte et ensuite les applications viendront d'elles-mêmes. Et de là, de se dire, prenons la machine la plus polyvalente, je dirais en entrée de gamme ou dans un budget entre guillemets un peu limité, pour se donner quand même une chance d'attaquer différentes choses, mais sans y mettre trop d'argent. C'est ça à voir. Alors déjà sur la partie double tête, même si tu n'avais pas forcément identifié des usages tout de suite, tu te dis que derrière, effectivement, tu vas avoir une capacité d'évolution peut-être sur la machine et qui va justement t'ouvrir peut-être des portes qu'une autre configuration n'aurait pas pu faire
au bout de quelques mois, quelques années d'usage? Alors assez vite, même si effectivement dans un premier temps c'était pas évident, mais par rapport aux applications, notamment côté marketing, on voit assez rapidement l'emploi du bicolore, donc l'utilisation des deux têtes, avec un emploi simplifié effectivement, parce qu'il y a toujours possibilité d'imprimer en plusieurs couleurs avec une seule tête, mais ça oblige à avoir des designs un peu spécifiques. Alors que là, de fait, le service marketing m'a déjà commandé différents éléments qu'on fabriquait chez nous avec le logo Robatel d'incrusté dedans. Donc c'est des choses qui sont tout à fait possibles en première instance. Et en même temps, c'est vrai que ça permet de se faire la main sur la double tête qui est d'un usage aussi un peu différent d'une simple tête. Donc c'est des choses à apprendre et c'est aussi bon pour l'apprentissage. Ok, du coup sur les matériaux généralement que tu utilises, tu es plutôt sur quel matériau toi? Alors là aujourd'hui on a surtout fait du prototype ou de la petite maquette, mais pas forcément du fonctionnel pur et dur, ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin de caractéristiques mécaniques vraiment hors normes, ce qui fait qu'on a cherché plutôt le meilleur marché en termes de filaments. Donc on est sur du PLA assez standard, avec quand même un rendu esthétique recherché. Donc on a du PLA chargé avec un peu de poudre, ou en tout cas du PLA pailleté avec effet un peu métallisé. Et puis récemment là on a commencé à utiliser du PLA, alors pas du PLA, du TPU justement, un matériau flexible, mais plutôt pour du goodies et pour de la communication en interne, pour montrer effectivement, donc là on est dans une grosse phase de communication effectivement pour que nos collègues sachent un peu ce qu'on est capable de faire avec la machine, d'où l'emploi effectivement de ce matériau flexible pour montrer qu'on est capable d'imprimer aussi autre chose que du PLA standard. Ouais, donc là tu es encore dans cette phase, j'ai envie de dire, d'évangélisation de tes collaborateurs et de tes collègues, pour justement essayer de venir stimuler tout ça. Oui, ça a été un gros challenge. Alors ça fait un moment que je travaillais au corps pour obtenir la machine chez Robatel. L'idée étant dans un premier temps d'enquêter sur les différents besoins. Donc ça vient assez vite, c'est-à-dire qu'assez vite on se dit que oui, il y a quand même pas mal de potentialités avec une telle machine. Par contre, ce qui est le travail de longue haleine, c'est effectivement, je passe assez régulièrement de service en service pour montrer ce qu'on a fait et pour discuter avec eux. Et ça, quelque part, c'est presque un travail à temps plein, ou quelque chose en tout cas qui est utile et nécessaire, parce que effectivement à l'atelier, le soudeur de l'atelier, il a jamais entendu parler d'impression 3D, ou alors vaguement, et il a aucune espèce d'idée de ce en quoi ça pourrait l'aider dans son quotidien. Donc c'est le regarder aussi un peu travailler, discuter avec lui pour trouver les cas d'usage et lui dire tu vois, le posage que tu as fait là pour aligner tes deux pièces, plutôt que de t'embêter avec tes blocs de bois ou avec ta pièce usinée pour faire ton posage, on va regarder ensemble. Moi ça va pas me prendre trop de temps de le modéliser en 3D et après de l'imprimer, et on va y aller comme ça. Donc c'est vraiment, dans chaque service on va trouver des applications, et donc que ça soit à l'atelier, au service inspection, ou alors pour de l'aménagement de postes de travail dans tous les autres services. Non, mais c'est super cette partie effectivement évangélisation, d'aller partager ça, parce que ce qu'on va effectivement pouvoir voir en cas d'expérience, c'est que on a un effet boule de neige, un effet de changement de réflexion autour de l'innovation. Une fois qu'on a pris en main la technologie et qu'on va comprendre dans quoi elle va pouvoir nous aider, et ça c'est le travail que tu es en train de faire avec tes collègues, et effectivement derrière c'est là où on va avoir l'effet boule de neige, l'appétit vient en mangeant, et derrière l'usage va venir progresser au fur et à mesure. Rappelle-moi, ça fait combien de temps que tu es équipé? Je crois que c'est relativement récent. Oui, la machine est arrivée chez nous début novembre 2020. Du coup, ce qui fait que ça fait un petit 3 mois à peu près qu'on a la machine. Et pour le coup, elle tourne quasiment non-stop depuis cette époque. Alors avec différents objectifs, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs vraiment utiles pour utiles, et des objectifs qui sont plutôt pour domestiquer la bête, où effectivement on se fait un peu des cas d'usage, des choses peut-être un peu plus complexes, pour on se dit tiens, on va essayer d'imprimer du très petit, ou au contraire on va essayer d'imprimer du très gros avec du support, ou avec le moins de support possible. Donc voilà, on a aussi cette courbe d'apprentissage pour vraiment maîtriser la machine le jour où effectivement on aura un autre sujet, parce qu'on veut pas que ça soit un blocage. En tout cas, effectivement aujourd'hui la machine, il faut savoir la maîtriser pour effectivement être en mesure de répondre aux différents services qui viennent me voir.
en me disant tiens, on a pensé à ça, moi il faut que je puisse leur apporter une réponse claire, rapide et timée. De leur dire voilà, comme je maîtrise le logiciel et que ta pièce je vois comment je vais la fabriquer, il va me falloir tant de temps, parce que sinon on reste dans le flou, et comme c'est encore une fois quelque chose qui est méconnu, les gens vont avoir un peu d'hésitation à venir me voir pour faire leur pièce suivante. Ouais, c'est très intéressant. Et du coup là on parlait un petit peu des cas d'usage. Est-ce qu'il y a tu as peut-être un exemple de cas d'usage dont tu es le plus fier, où tu as pu rencontrer des difficultés, tu as réussi à les surpasser, et comment ? Alors je vais essayer de découper un peu ces deux questions, parce qu'il y a où je vais dissocier la partie vraiment cas d'usage, où on a eu, allez, je vais dire on a 3 belles réussites, où, la dernière est dans le futur, mais il y a 2 belles réussites. Il y en a une qui est venue très très vite, c'est pour le service inspection. Donc le service inspection chez nous, il s'occupe en fait, une fois que les pièces sont réceptionnées, de venir contrôler qu'elles sont à la bonne forme, aux bonnes dimensions, qu'on est conforme au plan. Et sur certaines des pièces qui sont fabriquées, on a besoin de gabarits de forme, parce que sur de la grosse pièce, le pied à coulisse suffit pas, ou en tout cas sur des formes spécifiques, on peut pas, on a besoin d'autres choses pour venir contrôler. Habituellement, ce qui se passait, il faisait découper laser des plaques de tôle à la forme pour venir analyser la forme à contrôler. Donc c'est une opération qui coûte effectivement, donc le service inspection vient voir le BE, il explique son problème, le BE fait un 3D, le BE fait un plan côté, qu'il envoie aux achats, les achats consultent, on envoie en fab, ça arrive chez nous, on contrôle ce qu'on a reçu, et ensuite on utilise le gabarit. Bon là, effectivement, on a eu un cas où le service inspection est venu me voir pour 2 gabarits. On s'est mis d'accord autour de la machine en 30 minutes. J'ai fait le modèle, on a imprimé en 2 heures. Donc en fait, dans une matinée, et pour exactement 3,56 €, ils avaient leurs 2 gabarits. Là où effectivement, en découpe laser, on était plutôt parti sur 3 jours de traitement, et pour un coût minimal d'une centaine d'euros, parce qu'en fait, sur ce genre de procédé, une pièce ou 10 pièces, le tout c'est de programmer la bécane, et il y a un coût minimal qui est qui, pour ce type de pièce, qui était autour d'une centaine d'euros. Donc là typiquement c'est très très pratique, et ça va se reproduire, donc on sait pertinemment qu'au niveau du service inspection on aura de la demande. Donc ça c'était une première réussite. Une deuxième réussite, ça a été donc là plutôt sur le service BE, et en relation avec notre client, le CEA, où on devait en fait lui trouver 2 solutions techniques pour un procédé expérimental, et du coup en fait on avait modélisé 2 solutions, mais il y en a une qu'on sentait moyen, parce que donc là on est sur plutôt sur de la grosse chaudronnerie, mais où du coup on se retrouvait avec des petits mécanismes en 3-4 mm de diamètre, donc on avait un doute. Donc je dis on va le faire à l'échelle 1, et ça nous permettra de nous rendre compte effectivement du système, à quel point il est robuste et à quel point est-ce que ça peut fonctionner. Donc on l'a fait. Ça nous a coûté une bobine de filament, donc 30 ou 40 €, et on a pu le présenter au client, et on a pu discuter, on a pu manipuler. Donc là c'était plutôt une maquette fonctionnelle, et on s'est rendu compte qu'effectivement la solution A, donc qui est celle qu'on a prototypée versus la proposition B, on allait peut-être laisser tomber la A parce que ça nous semblait peu robuste. Donc en fin de compte, pour un coût minimal, parce qu'en plus là les pièces on n'a même pas eu besoin de les remodéliser, ça avait été fait dans le cadre de la conception, on a juste eu à imprimer sans modification particulière, parce que là pour le coup moyennant la génération de support, etc., toutes les pièces étaient imprimables. On a pu proposer à notre client vraiment la démonstration du système, et donc valider beaucoup plus rapidement, et ne pas s'engager sur une fabrication d'un truc qu'on sentait moyen. Donc là vraiment ça nous a fait gagner du temps, et sans doute bien de la peine par la suite. C'est ça t'a empêché de faire une erreur et de proposer la mauvaise chose à ton client, et effectivement pas mal de péripéties derrière qui auraient pu arriver si tu t'étais trompé de modèle. C'est super intéressant comme exemple, je te laisse continuer. Le troisième point que j'évoquerai, en fait, alors là pareil, ce qui est intéressant, c'est que vraiment on voit les différents services et les différents cas d'application. Le prochain, en fait, on voudrait imprimer des pièces qu'on va utiliser en vrai sur un produit. C'est une pièce toute simple qui est un bouchon en fait pour boucher des trous, et en fait on veut pas que les trous soient utilisés par l'utilisateur, ou en tout cas on veut lui signaler que ces trous là sont bien spécifiques pour une application, et on a
une dizaine de produits à fournir, et sur ces produits, il y a à peu près 10 bouchons. Donc on est sur une centaine de bouchons à faire, et ces bouchons-là, on les aurait imaginés normalement en PEHD tourné, d'une pièce tournée en usinage, donc quelque chose en prix de revient peut-être à 20 ou 30 euros, parce qu'il y aurait un petit effet série, mais guère moins, parce qu'il y a le prix matière, il y a le fait de charger la matière, le temps de l'opérateur. Et là en fait on a modélisé la pièce, on les a pas imprimés encore, mais du coup le logiciel est quand même capable de nous sortir le temps d'impression et le coût, et on va sortir ces bouchons à 2 ou 3 euros. Donc là pour le coup, en une fois quasiment on va rembourser la machine. Donc c'est un vrai, là il y a un vrai intérêt, et sur un sujet extrêmement simple. Juste en fait nous on a des pièces plastiques qui de temps en temps sont juste là, soit pour faire de l'habillage, soit pour mettre en avant quelque chose. Là typiquement on pense pouvoir utiliser des pièces sorties d'impression directement. Donc là pour le coup avec un vrai gain de temps et un vrai gain d'argent. Donc voilà un peu je dirais que sur ces 3 mois, voilà déjà trois applications qui sont prometteuses ou qui ont validé l'achat. Ouais, en tout cas là effectivement le retour sur investissement sur le déploiement de la machine a vite convaincu, je pense, la direction était responsable quant à l'utilité de son intégration chez Robatel. Et je terminerai par la première partie de ta question qui était un succès ou quelque chose sur lequel on a passé un petit peu de temps, une difficulté. Justement dans le projet de communication, on parlait d'évangélisation tout à l'heure des collègues, on va distribuer là pour le mois de mars des porte-clés, des goodies à chaque collègue, et justement imprimés en 3D, avec la particularité que je veux les faire en filament flexible, en TPU et bicolore. La problématique, donc là on avait une bobine test d'un filament TPU extrêmement mou. Je pense que ça doit correspondre à un short A, peut-être 70, quelque chose comme ça. Et pour le coup, on a eu quelques difficultés à l'imprimer, mais des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Par exemple, donc là l'imprimante qu'on a, c'est une direct drive, donc elle tire sur le fil pour l'amener sur la tête. Donc c'est plutôt favorable normalement pour l'impression de filament flexible. Sauf que en ayant placé la bobine sur son support, donc dans la position normale, et en mettant le filament dans la tête, on s'est aperçu que en fait le filament a tendance à se tendre et donc à perdre en diamètre, et donc on a eu de la sous-extrusion. On n'amenait plus assez de matière au niveau de la tête, et du coup on a loupé un certain nombre d'impressions liées à ça. Donc il y a eu ça comme problème. Après, par rapport à la double couleur, on a eu des problématiques de coulure, c'est-à-dire que mine de rien, même en relevant la deuxième buse, ce qui se fait automatiquement sur la machine, il y avait toujours quelques gouttes qui tombaient, donc ça polluait un petit peu ce qui était en train d'être imprimé. Donc voilà, on a eu tout un tas de petits soucis qui font que on a dû bien faire, je vais dire 3 ou 4 impressions différentes avant de se dire non, on va être obligé de changer un petit peu la 3D, le modèle, pour en fait imprimer une couleur puis l'autre dessus pour avoir un rendu effectivement satisfaisant. Alors je pense néanmoins que en travaillant un peu plus, je pense que le modèle 3D de toute façon devait être retravaillé un peu, mais on aurait pu arriver à quelque chose de peut-être plus proche que le premier jet d'impression de modélisation 3D, en passant un peu de temps sur la partie soft. C'est là qu'on voit que mine de rien, une impression 3D ça se travaille aussi sur la partie soft et slicer. C'est que la vitesse de rétraction, la quantité de rétraction, les différentes vitesses en fonction du filament, il y a pas mal de choses à savoir, et effectivement quand on a du temps on le prend, sinon c'est pas mal d'être accompagné sur ce type de choses. Non, c'est sûr que sur la partie flex, nous c'est des choses également qu'on a pu avoir. Généralement ce qu'on essaie de faire sur ces machines en direct drive, c'est justement de venir décaler la bobine et de venir la mettre au-dessus de la tête, donc généralement au-dessus du capot qu'on vient repercer, pour justement éviter que ce filament soit trop tiré, parce que c'est clairement, dès qu'on va descendre dans les shorts très faibles, c'est les problématiques qu'on va avoir, et derrière forcément des sous-extrusions. Et puis il y a la partie effectivement assemblage, c'est super intéressant. Alors il existe des petites options, par exemple des petites brosses où on va pouvoir venir rajouter des lignes de code pour que la seconde tête qui n'est pas en train d'imprimer vienne s'ébavurer, pour éviter par exemple qu'elle vienne reprendre l'impression et qu'elle vienne faire un dépôt de la deuxième couleur sur la couleur primaire. Ça c'est des choses qui existent, mais l'une des méthodes effectivement qui va bien marcher,
ça va être ce que tu as proposé comme solution, ça va être l'assemblage, ou également on peut peut-être voir avec des tours d'impression, des tours poubelles, comme on appelle ça à côté, où justement la tête, avant de venir sur la pièce, va venir extruder un petit peu de filament sur une sorte de poubelle à côté de la pièce principale pour venir se nettoyer. Il existe effectivement beaucoup de petites choses comme ça à mettre en place. Mais c'est super intéressant de voir en tout cas la démarche que tu as menée pour essayer d'atteindre tes objectifs en fonction des problématiques que tu as pu rencontrer. C'est très intéressant. Moi, je voulais revenir, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure rapidement, justement sur les principaux avantages de l'imprimante 3D par rapport aux méthodes traditionnelles. Très rapidement, parce qu'on a déjà vu, je pense, pas mal de choses dans les questions d'avant. Ce qui est pas banal chez nous, c'est qu'en fait, en fonction des services, typiquement, le BE là où je suis, l'impression 3D ou le prototypage rapide n'était pas utilisé. Ce qui fait que bien souvent, on s'empêchait effectivement de prototyper et on passait beaucoup de temps sur la modélisation, voire effectivement, sinon on lançait en se disant on y croit, on y va, et puis souvent ou de temps en temps en tout cas avec des retours un peu malheureux sur le design qui avait été fait. Donc là clairement, ça va nous permettre de tester quand même bon nombre de designs avant de lancer les choses. Comme je le disais, d'un point de vue inspection, avant, comment ils se débrouillaient, soit ils faisaient de la découpe laser, soit j'ai vu pour contrôler des apothèmes de soudure avec ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire typiquement découper un coin de carton pour arriver à avoir le bon... bien dimensionné, mais pas pratique, pas ergonomique du tout. Donc là aujourd'hui, pour moi, l'impression 3D, en tout cas pour le service inspection, c'est une vraie solution et un vrai plus. Après, sur la partie fonctionnement, notamment au niveau de l'atelier, alors j'ai eu encore peu de besoins, mais je crois vraiment qu'au niveau des posages, il y a des choses à faire parce qu'ils sont sans arrêt en train de se découper des trucs ou d'essayer de bidouiller, de bricoler là où effectivement on pourrait avoir quelque chose de modélisé en 3D finement, bien pensé et imprimable tout de suite, donc pas avec un temps. Souvent en fait à l'atelier ils ont besoin que ça aille vite, donc c'est sûr que s'ils viennent me voir et que je leur annonce 3 jours de délai pour faire une découpe laser ou quelque chose comme ça, souvent ils vont me dire non attends, je vais me débrouiller avec ce que j'ai, et puis ils vont se bidouiller quelque chose à l'atelier. Alors que si je leur dis non, en 2-3 heures c'est sorti, je pense qu'effectivement on aura des cas d'application. Ouais, ça change complètement la donne pour les collaborateurs, c'est sûr. Et dans une vision un petit peu plus large, comment toi tu vois le futur de l'imprimante 3D chez Robatel? Quels vont être peut-être les prochains défis auxquels tu vas être confronté? Alors j'ai lu quelque chose assez récemment qui m'a pas mal plu. J'avais déjà vu ça sur le salon Eurexpo 3D Print, alors ça fait ça maintenant 1 an et demi, où en fait il est question de pouvoir imprimer un filament chargé avec de l'inox, notamment inox 316L. Donc moi, quand j'ai lu ça en étant dans une chaudronnerie, je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire, et où l'idée en fait c'est d'imprimer chez soi la pièce qu'on souhaite, modulo effectivement le fait de prendre en compte qu'on a de la rétraction avec le post-traitement de l'ordre de 20 à 15%, et ensuite de prendre cette pièce et de l'envoyer en post-traitement justement chez le fabricant pour obtenir une pièce qui s'apparenterait à un brut de fonderie, mais avec des caractéristiques méca très très intéressantes, et puis du coup un design vraiment sur mesure. Donc j'en ai déjà parlé à ma direction, et j'ai un feu vert de principe si effectivement sur une application un peu spécifique on voulait se lancer sur ce type de choses. Donc voilà, je trouve que ça c'est très prometteur, et pour tout dire en fait j'y croyais pas trop, dans le sens où pour moi il y a de ça encore quelques temps on m'aurait demandé de parier sur la FDM, j'aurais pas parié, et en fait je lis pas mal de sujets où il semble encore qu'il y ait pas mal de choses à faire avec du FDM, parce que déjà par rapport à la praticité du fait de se dire moi l'imprimante 3D là elle est dans un bureau et elle est en face de moi qui suis en train de travailler, donc j'ai pas de précautions, j'ai pas autant de précautions à prendre qu'avec une imprimante résine ou avec une imprimante frittage de poudre. On est beaucoup plus libre, et ce qui fait qu'effectivement toutes ces solutions, toutes ces réflexions autour du FDM, alors je parlais effectivement de l'impression de filaments inox, mais il y a également le fait
de venir faire du design un peu spécifique avec du renforcement spécifique sur de la FDM. Pareil, sur un autre article, il était indiqué qu'effectivement, moyennant une analyse sous ANSYS, qui est un soft départ élément fini, sur une pièce, en fonction des sollicitations qu'elle allait recevoir, on allait pouvoir venir densifier le remplissage de la pièce spécifiquement là où elle allait être sollicitée. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez simple. Chez nous, on a un calculateur qui fait ça très bien. Donc en noyant les deux modèles, on obtient très facilement le 3D et en termes d'impression, c'est pas plus complexe. Donc vraiment, c'est une solution qui est assez clé en main, cette imprimante FDM. Oui, et puis surtout en plus, même si tu veux partir sur des impressions FDM métal, le fait d'être sur une machine qui va être ouverte, une simple petite modification va te permettre de pouvoir aller chercher ces applications-là sur le métal. Donc je pense que c'est aussi un levier qui peut être intéressant à appuyer. Bon, alors le temps passe un petit peu vite. Pour revenir rapidement sur quelques gains concrets, alors tu nous as déjà donné quelques exemples. Je ne sais pas si tu en as peut-être un ou deux autres en tête que tu avais préparés sur les principaux gains de l'impression 3D, que ce soit en termes de ROI, de rentabilité, de gain de temps, comme on a pu l'évoquer. Est-ce que tu as d'autres points sur lesquels t'aimerais parler un petit peu plus? Alors là, je dirais que par rapport au recul qu'on a, non, mis à part les 3 exemples que j'ai pu te donner tout à l'heure, non, je vais pas avoir vraiment de chiffres ou en tout cas les chiffres, je te les ai donnés avec les exemples. Aujourd'hui, en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un suivi des applications et du coût, effectivement, de chacune des pièces. Et les gens sont assez bluffés de voir, en fait, le faible coût. C'est-à-dire que, typiquement, le coût, alors, ce qui n'est pas compté, généralement, dans nos estimations de coût, c'est la consommation énergétique. Certes, elle n'est pas négligeable, mais c'est vrai qu'en tout cas, en coût matière, on est sur des choses à chaque fois de quelques euros, voire quelques centimes pour certaines pièces. Donc, c'est vrai que c'est se priver quelque part de cette techno, alors que finalement, ce qu'on en sort, c'est à l'usage, en tout cas, c'est un coût très très faible. Ça serait assez dommage. Je pense que c'est un argument assez massu, effectivement, pour s'équiper d'une machine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'achat de la machine en tant que telle, mais après, c'est une machine où à l'usage, ça coûte vraiment pas une fortune. Et comme on a pu en discuter, il y a tellement d'applications que il ne faut pas hésiter. Ah, mais c'est intéressant en tout cas ton retour, et effectivement de voir toute la réflexion que tu as pu mener et ce suivi également. Je pense que c'est super important pour les entreprises pour venir effectivement prouver et montrer les gains qu'on a réalisés, de faire ce suivi que tu es en train de faire, et je pense que c'est effectivement très très bien, parce que ça va ouvrir les yeux à pas mal de monde dans la société et se dire qu'effectivement on est sur une technologie qui va être capable de réorganiser un petit peu la manière de travailler. Est-ce que tu sens un petit peu que l'imprimante 3D arrive vraiment comme là maintenant un outil incontournable, ou en tout cas il va être en passe de le devenir? Comment tu vois la chose? Alors, derrière l'impression 3D, moi je mets le mot prototypage rapide, et en fait pour moi c'est, quand on travaille en BE, c'est pas une option, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des protos à faire, c'est obligatoire, donc, et le plus rapidement on peut les faire et au coût le moins important, le mieux. Donc aujourd'hui en fait, comme je le disais, moi j'ai eu pas mal l'impression 3D, ça fait partie de ma carrière pro depuis que j'ai commencé. Après, là, le fait est que maintenant, avec des machines qui sont à quelques milliers d'euros, c'est très facile de s'équiper. Donc aujourd'hui, donc justement, je parlais du salon 3D Print tout à l'heure, il y en a partout. Et je comprends tout à fait. Et alors après, la problématique, c'est effectivement de former les gens sur le design pour l'impression 3D, qui est un peu spécifique. Et c'est vrai que typiquement ma génération, à l'école, on apprenait l'usinage, on n'apprenait pas l'impression 3D. Alors après, c'est pas forcément insurmontable, mais malgré tout, je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là, pour effectivement optimiser les impressions, et encore gagner en optimiser justement ces temps d'impression et ce coût d'impression. Donc je dirais que oui, aujourd'hui je vois mal comment on pourrait se passer et on pourrait arrêter ce développement de l'impression 3D. La question peut-être à se poser, c'est est-ce que FDM, ou est-ce que frittage de poudre, ou est-ce que résine? Chaque techno a un peu ses particularités, ses avantages.
je dirais qu'effectivement sur les prochaines années, si les autres technos que le FDM gagnent un peu en facilité d'utilisation, peut-être que ça pourra venir concurrencer le FDM. Mais là, c'est vrai que le FDM en tant que tel, on peut le faire entrer dans n'importe quelle entreprise. Je dirais presque qu'on peut le mettre entre n'importe quelle main, si tant est qu'effectivement il y a un petit peu d'accompagnement au départ. C'est-à-dire que, faut se le dire, au départ, il faut quand même avoir une certaine envie, effectivement, de s'y mettre. C'est des choses qui sont nouvelles. Donc, il y a une certaine éducation à se faire dessus. Ouais, donc tu viens d'entamer ma dernière question pour conclure, où j'allais te demander justement quelques conseils peut-être à donner à des entreprises qui chercheraient à s'équiper, qui se posent des questions, qui peuvent avoir peut-être certains freins, certaines questions autour de la technologie. Comment là tu pourrais leur conseiller de se mettre le pied à l'étrier? Alors, je dirais que le premier point, c'est si c'est une entreprise qui a déjà l'habitude de travailler la 3D, alors que ça soit du design avec des choses comme Blender ou d'autres softs plus pour le design, ou alors vraiment pour la mécanique. Faut savoir que tous ces softs-là sont capables de sortir le fichier STL en entrée pour l'imprimante 3D. Donc là, il y a déjà un grand pas de franchi. C'est-à-dire que à partir du moment où on a ce fichier-là, quelque part, on est capable de l'imprimer. Après, il y a la partie software, donc slicer, qui va avec l'imprimante. En général, et ça devient de plus en plus vrai, les softs sont de plus en plus simples et moyennant le fait de regarder un petit peu, on arrive à comprendre beaucoup de choses. Il y a une grosse communauté sur Internet qui permet de s'y mettre. Donc si une entreprise voulait s'y mettre, il faudrait, à mon avis, à mon sens, il faut désigner une personne. Si vraiment personne s'y connaît dans l'entreprise, il faut désigner une personne qui a envie. Il dit voilà, tu fais le tour, tu commences à regarder, tu te renseignes sur les machines. Bon, le tour des machines semi-pro ou professionnelles en FDM est assez vite fait. En fin de compte, c'est vrai que, en France, on va avoir le choix entre 5-6 machines différentes pour un budget autour de 5 000 €. Je vais dire, c'est la clé d'entrée, peut-être un peu moins, entre 2 et 5 000. On a déjà des machines qui commencent à être pertinentes. Et après, ce qui peut aider, ou en tout cas quand on a des applications un peu spécifiques, c'est-à-dire que des gens qui voudraient utiliser une imprimante 3D, typiquement pour imprimer des pièces qui vont être utilisées telles que sur un produit fini, ne vont pas avoir le même besoin que par exemple nous, où en fait on veut souvent faire que du proto ou de la pièce qui au final ne va pas être utilisée ou trop sollicitée. Et donc dans le cas où effectivement on a un besoin très très spécifique sur une pièce, je pense qu'il y a des gens spécialisés, typiquement, sans vouloir faire de publicité, mais Alcima est bien placé pour conseiller sur un certain nombre de matériaux. Et nous on a vu, alors justement au 3D print, il y a certaines entreprises qui sont capables de vous dire nous on sait comment imprimer, comment modifier votre machine pour imprimer du flexible. Et ça aujourd'hui, c'est vrai que quand on achète une machine clé en main, tout n'est pas fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même effectivement une base de compréhension et de méthode à avoir. Et là, je pense que ça peut clairement faciliter les choses. Si on n'a pas les connaissances en interne ou personne qui a envie de vraiment s'y mettre, de se dire faisons appel à une entreprise dont c'est le métier qui va nous aider à démarrer, en tout cas au départ. Ok, écoute, c'était super complet. Je vais pas te relancer avec une autre question, on a largement dépassé le temps, mais en tout cas, Valentin, je te remercie pour ton témoignage qui était très instructif. Je pense que les auditeurs vont également apprécier. Donc, écoute, je te remercie et puis je te souhaite une bonne journée à toi. Merci beaucoup. Au revoir.